Elle rentrait à 3 heures du matin, le sac plastique serré, les réverbères clignotant comme des yeux. Un coup de couteau, un homme en pull noir, et elle le découvre dans le parking. Elle le soigne, apprend ses dettes, reçoit 500 €, 3 filles. Le choix tombe. Sécurité contre liberté. Certaines décisions ont des conséquences que vous n'imagineriez jamais. Le silence de la banlieue parisienne se brise uniquement par le bruit sourd des pas de Margot sur le béton. Froid. 3 heures du matin. Les réverbères clignotent comme des yeux fatigués, projetant des ombres longues qui semblent la suivre. Elle serre le sac plastique contre sa poitrine. À l'intérieur, les restes du dîner d'hier. Pain rassis, quelques légumes flétris. Pas assez pour 4 personnes. Mais il faudra que ça suffise. L'appartement du 5e étage l'accueille avec son odeur de moisissure et ses murs qui suintent l'humidité. Margot referme la porte en silence, tourne la clé 2 fois. Habitude. Depuis la mort de Laurent, chaque bruit la fait sursauter. Chaque ombre pourrait cacher une menace. Les créanciers ne pardonnent pas, surtout quand le mort leur devait plus qu'une femme de ménage ne peut gagner en 2 ans. Dans la chambre, Chloé, 12 ans, dort recroquevillée contre Amélie, 8 ans. Zoé, la petite de 5 ans, occupe le matelas par terre. Leurs respirations forment un concert fragile que Margot connaît par cœur. Elle les observe un instant, ses filles, tout ce qui lui reste de vivant dans ce monde qui s'effrite. Le portable vibre. Message. Numéro inconnu. On sait où tu habites. Margot étreint le téléphone. Ses mains tremblent. Laurent avait des dettes. Beaucoup de dettes. Et maintenant, elles sont siennes. Elle efface le message, mais l'angoisse reste, froide comme du métal contre sa peau. Le lendemain matin, Chloé prépare le petit déjeuner pendant que Margot s'habille pour le travail. La routine. Toujours la même. Café noir, tartine sans beurre, sourire forcé pour que les petites ne voient des rien. Maman. Chloé pose sa main sur l'épaule de Margot. Tu as encore mal dormi. Ce n'est pas une question. Chloé observe tout, comprend trop pour son âge. Margot caresse le visage de sa fille aînée, ses traits qui ressemblent tant à Laurent. Avant qu'il ne devienne l'homme qui jouait l'argent du loyer aux courses, ça va aller ma chérie. Mensonge, mais nécessaire. L'immeuble de bureau où Margot fait le ménage se dresse comme une forteresse de verre au cœur de la Défense. Elle y arrive à 6 heures, avant que les premiers employés ne commencent leur journée. L'ascenseur la dépose, au 15e étage. Silence. Elle aime ce moment où les bureaux appartiennent encore à la nuit. Salle de réunion. Margot pousse son chariot, vide les corbeilles, passe l'aspirateur. Sur la table, un journal financier ouvert. Une photo attire son attention. Un homme aux traits durs, cheveux gris, regard perçant. Luca Santini, parrain présumé de la famille. Corse, acquitté faute de preuves. Elle referme le journal rapidement. Ces histoires ne la concernent pas. Mais le destin a d'autres plans. 17 heures. Margot termine son service et descend vers le parking souterrain. La lumière artificielle crée des zones d'ombre entre les piliers de béton. Ses pas résonnent, trop fort. Elle presse le pas vers sa vieille Clio, quand un bruit l'arrête net, gémissement. Faible, mais distincte, elle hésite. Continue son chemin, puis s'arrête. Le bruit recommence. Quelqu'un souffre. Margot contourne une colonne et le voit. Un homme, effondré contre un mur, chemise blanche tachée de sang, respiration saccadée. Même dans cet état, elle le reconnaît. Le visage du journal. Luca Santini. Leurs regards se croisent. Les yeux de l'homme sont froids, calculateurs, même dans la douleur. Il jauge Margot comme un prédateur évalue sa proie. Mais quelque chose d'autre passe dans son regard. De la surprise, peut-être. Comme s'il ne s'attendait pas à être découvert par une femme de ménage. Vous allez appeler la police. Sa voix est rauque, mais l'accent corse transparaît. Non. Le mot sort tout seul. Margot ne sait pas pourquoi elle a dit ça. Peut-être parce qu'elle reconnaît la détresse. Peut-être parce qu'elle aussi connaît la sensation d'être traquée. Luca la fixe avec intensité. Pourquoi? Margot s'agenouille. Près de lui, observe la blessure au flanc, profonde mais pas mortelle si elle est soignée rapidement.
Parce que moi aussi je me cache. Silence. Lucas étudie son visage, cherche le mensonge, la manipulation. Trouve une vérité qui le déstabilise. Cette femme aux traits fatigués, aux mains abîmées par le travail, ne joue aucun jeu. Elle dit simplement ce qu'elle ressent. Vous pouvez marcher? Avec de l'aide. Margot passe le bras de Lucas autour de ses épaules. Il est lourd, massif, mais elle trouve la force. Ils atteignent la Clio dans un silence tendu. Chaque seconde compte. Les caméras de surveillance les voient peut-être. Quelqu'un pourrait... Arriver. Où? Demande Margot en démarrant. Pas d'hôpital, pas de médecin officiel. Lucas ferme les yeux, contrôle sa respiration. Vous connaissez un endroit discret? Margot réfléchit rapidement. L'appartement est trop petit, trop risqué, avec les filles. Mais il y a autre chose. Un entrepôt abandonné à Nanterre où Laurent cachait parfois ses affaires louches. Elle connaît le code de la porte arrière. J'ai un endroit. 20 minutes plus tard, il pénètre dans l'entrepôt obscur. Margot allume une lampe de poche, éclaire les cartons poussiéreux et les machines rouillées. Au fond, un petit bureau avec un canapé défoncé. Laurent venait ici avec ses amis pour des paris clandestins. Lucas s'effondre sur le canapé avec un grognement de douleur. Margot déchire sa chemise, expose la blessure. Coup de couteau, net et précis. Quelqu'un a voulu le tuer, mais a manqué. Les organes vitaux, vous savez soigner ça? Demande Lucas. J'ai appris avec mon mari. Il se battait souvent. Margot nettoie la plaie avec l'eau d'une bouteille trouvée dans son sac. Lucas ne bronche pas mais ses mâchoires se contractent. Elle remarque ses mains. Larges, puissantes, marquées de cicatrices. Des mains qui ont fait du mal. Comment vous appelez-vous? Margot. Margot comment? Elle hésite. Donner son nom, c'est lui donner un pouvoir sur elle. Mais elle l'a déjà aidé. Le mal est fait. Margot Dubois. Lucas acquiesce, comme s'il enregistrait l'information dans un fichier mental. Vous avez une famille, Margot Dubois. 3 filles. Quel âge? Pourquoi vous voulez savoir ça? Lucas la regarde droit dans les yeux. Parce que maintenant vous faites partie de mon histoire. Et dans mon monde, il faut tout savoir sur les gens qui nous aident. Le sous-texte est clair. Il peut la protéger. Ou la détruire. Margot termine le pansement en silence, consciente que sa vie vient de basculer. Elle a sauvé un homme dangereux, un homme qui ne laisse rien au hasard. 12, 8 et 5 ans. Leurs noms? Chloé, Amélie et Zoé. Lucas ferme les yeux, mémorise. Quand il les rouvre, quelque chose a changé dans son expression. Plus doux, presque paternel. Belle famille. Vous devez en prendre soin. C'est ce que je fais. Pas assez? Bien, sinon vous ne feriez pas le ménage dans des bureaux à 3 heures du matin. La phrase claque comme une gifle. Margot se redresse, piquée au vif. Vous ne me connaissez pas? Je connais la pauvreté. Je connais la peur. Je vois les deux, dans vos yeux. Silence pesant. Margot range ses affaires, évite son regard. Elle a envie de partir, de fuir cet homme qui lit en elle comme dans un livre ouvert. Mais elle ne peut pas le laisser seul. Pas dans cet état. Vous reviendrez demain? Demande Lucas. Pour changer, le pansement. Apportez du désinfectant. Et des antibiotiques, si vous pouvez. Margot acquiesce. À la porte, elle se retourne. Lucas l'observe, immobile sur le canapé, mais ses yeux la suivent, comme ceux d'un prédateur. Elle a l'impression, désagréable, qu'il voit déjà plusieurs coups d'avance. De retour chez elle, Margot trouve ses filles endormies. Elle s'assoit dans la cuisine, fixe son téléphone. Aucun nouveau message de menace. Peut-être un répit, ou peut-être le calme avant la tempête. Elle pense à Luca Santini, à ses mains marquées, à sa voix qui reste calme même dans la douleur, à la façon dont il a dit les noms de ses filles, comme s'il les gravait dans sa mémoire. Margot s'endort sur la table de la cuisine, la tête sur les bras. Dans ses rêves, des yeux gris la surveillent depuis les ombres. Le lendemain, Margot évite le regard de ses filles pendant le petit déjeuner. Chloé pose des questions avec ses yeux, mais ne dit rien. La petite Zoé babille en mangeant ses céréales, inconsciente de la tension qui flotte dans l'appartement. Amélie dessine des fleurs sur une feuille froissée, ses crayons de couleur usés jusqu'à la mine. Maman va rentrer tard ce soir, annonce Margot en enfilant son manteau. Encore?
Chloé fronce les sourcils. Tu travailles déjà tout le temps. Faut bien payer le loyer. Mensonge partiel. Elle doit retourner voir Lucas, changer son pansement. Mais elle ne peut pas expliquer ça à une fille de 12 ans. Comment dire qu'elle soigne un homme dont le nom fait trembler les commissaires de police? Dans la pharmacie de la rue Marceau, Margot achète désinfectants et antibiotiques sans ordonnance. Le pharmacien la regarde d'un air suspicieux quand elle demande des pansements chirurgicaux. Elle invente une histoire de mari blessé sur un chantier. L'homme hoche la tête, indifférent. Dans ce quartier, les accidents du travail non déclarés sont monnaie courante. L'entrepôt baigne dans une pénombre poussiéreuse quand elle arrive. Lucas n'a pas bougé du canapé, mais quelque chose a changé. Il est plus pâle, respire avec difficulté. La fièvre probablement. Infection qui s'installe. Vous êtes revenu. Sa voix est plus rauque qu'hier. S'agenouille près de lui, retire délicatement le pansement. La plaie est rouge, légèrement purulente. Elle nettoie avec des gestes précis, applique l'antibiotique en pommade. Lucas la regarde faire, étudie ses mains, ses expressions. Vous avez appris ça où? Mon mari se battait dans des bars clandestins, pour de l'argent. Margot évite son regard. Quand on n'a pas les moyens d'aller aux urgences, on apprend à se débrouiller. Il vous battait aussi? La question claque comme un coup de fouet. Margot suspend son geste, fixe la plaie de Lucas sans répondre. Le silence s'étire, lourd de sous-entendu. Parfois, finit-elle par murmurer. Lucas acquiesce comme s'il s'y attendait. Les hommes faibles frappent toujours les femmes fortes. Ça les rassure. Laurent n'était pas faible. Il était faible, répète Lucas avec fermeté. Un homme fort protège sa famille. Il ne la met pas en danger avec ses dettes. Margot sursaute. Comment sait-il pour les dettes? Elle ne lui en a pas parlé. Lucas lit son expression et sourit. Un sourire sans chaleur. J'ai fait quelques recherches. Sur vous, Margot Dubois. Votre mari devait 52 000 € à des bookmakers de Belleville. Vous travaillez 60 heures par semaine pour rembourser 16 € par jour. À ce rythme, vous en avez pour 9 ans. La vérité frappe Margot comme une lame glacée. Il sait tout. Son adresse, ses dettes, ses horaires. Pendant qu'elle le soignait, il faisait enquêter sur elle. Elle se relève brusquement, recule d'un pas. Vous m'avez fait surveiller. Je me protège. Dans mon métier, la confiance se mérite. Votre métier? Margot ricane amèrement. Vous voulez dire voler et tuer? Lucas la fixe intensément. Ses yeux gris ne sillent pas. Je dirige une organisation qui emploie 300 personnes. Restaurants, boîtes de nuit, transport. Je paie leurs salaires, leurs assurances, leurs retraites. Ça vous choque? Et le reste? La drogue, les armes, l'extorsion? Vous regardez trop la télévision. Mais Margot n'est pas dupe. Elle voit la vérité dans ses yeux, dans ses cicatrices, dans la façon dont il contrôle chaque mot. Cet homme a du sang sur les mains. Beaucoup de sang. Je devrais partir, vous laisser ici. Vous pourriez. Lucas se redresse légèrement, grimace de douleur. Mais vous ne le ferez pas. Qu'est-ce qui vous rend si sûr? Parce que vous avez peur, et que la peur rend prudent. Or, me laisser mourir ici ne serait pas prudent. Le sous-texte est limpide. Si elle l'abandonne et qu'il s'en sort, elle devra en assumer les conséquences. Margot sent le piège se refermer autour d'elle. Elle a voulu sauver une vie et s'est retrouvée enchaînée à un prédateur. Qu'est-ce que vous voulez de moi? Pour l'instant, que vous continuiez à soigner ma blessure. Lucas ferme les yeux, épuisé. Ensuite, on verra. Margot termine le pansement en silence. Ses mains tremblent légèrement, mais elle s'applique. Chaque geste est observé, analysé. Elle a l'impression d'être un insecte sous un microscope. « Vos filles vont bien ?» demande soudain Lucas. La question la fait sursauter. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Simple curiosité. Chloé est en 5e au collège Jean Moulin. Amélie en CE2 à l'école primaire Pasteur. Zoé en grande, section de maternelle dans la même école. Margot devient livide. Il connaît les établissements de ses filles, leurs horaires, leurs trajets. La menace est claire sans être formulée. Si vous leur faites du mal, je ne fais jamais de mal aux enfants, coupe Lucas, mais d'autres pourraient. Vos créanciers, par exemple. Ils deviennent impatients. Margot s'assoit lourdement sur une caisse. La fatigue,
L'angoisse et la colère se mélangent dans sa poitrine. Elle pense à Laurent, à ses promesses brisées, à ses mensonges. Même morts, ils continuent de détruire leur vie. Qu'est-ce que vous proposez? Un arrangement. Vous me soignez jusqu'à ma guérison complète. En échange, je règle vos problèmes d'argent. Quel est-ce le piège? Lucas sourit, amusé par sa méfiance. Vous apprenez vite. Le piège, c'est que rien n'est gratuit dans mon monde. Si j'efface vos dettes, vous me devrez quelque chose en retour. Quoi? On verra. Peut-être rien. Peut-être un service? L'avenir dira. Margot réfléchit rapidement. 52 000 €. 9 ans de remboursement au rythme actuel. 9 ans à voir ses filles grandir dans la pauvreté, à craindre les menaces, à compter chaque centime. Contre ça, une dette envers un mafieux. Un homme qui pourrait exiger n'importe quoi d'elle. Et si je refuse? Vous rentrez chez vous. Vous continuez votre vie comme avant. Et dans quelques mois, quand les créanciers perdront patience, vous verrez bien ce qui arrive. La manipulation est subtile mais efficace. Lucas ne la menace pas directement. Il se contente de lui présenter la réalité. Une réalité où elle n'a pas vraiment le choix. Combien de temps pour guérir? 2 semaines, peut-être 3. Margot ferme les yeux, pense à ses filles. À Chloé qui grandit trop vite, à Amélie qui n'a plus de crayon neuf, à Zoé qui demande pourquoi elles n'ont jamais de bonbons. Elles méritent mieux. Elles méritent une mère qui peut les protéger. D'accord. Lucas acquiesce, satisfait. Sage décision. Vous viendrez tous les jours? Après le travail, vers 18 h. Parfait. Et Margot? Elle se retourne vers lui. Merci. Le mot sonne étrange dans sa bouche. Comme s'il n'avait pas l'habitude de remercier. Margot hoche la tête et s'en va, consciente que sa vie vient de prendre un tournant irréversible. Dans sa voiture, elle reste immobile plusieurs minutes. Les mains sur le volant, elle fixe l'entrepôt dans le rétroviseur. Quelque part là-dedans, un homme dangereux récupère ses forces grâce à ses soins. Un homme qui connaît tout d'elle et de ses filles. Un homme qui vient de lui offrir une solution à tous ses problèmes. Le portable vibre. Nouveau message. Dernière chance. 48 heures pour payer. Margot efface le message et démarre. Elle a fait son choix. Maintenant, il faut vivre avec les conséquences. Dans son appartement, Chloé l'attend avec un sourire inquiet. Amélie et Zoé regardent un dessin animé, collées l'une contre l'autre sur le canapé défoncé. « Ça va, maman ?»« Oui, ma chérie. »« Tout va bien. » Nouveau mensonge. Mais nécessaire. Margot prépare le dîner en pensant à Luca Santini, à ses yeux gris qui semblent tout voir, à ses mots choisis avec précision, à la façon dont il a prononcé les noms de ses filles. Elle se demande dans quoi elle vient de s'embarquer, et si elle aura la force de protéger sa famille du monde dans lequel elle vient de pénétrer. Le lendemain matin, en se réveillant, Margot trouve un détail troublant. La porte d'entrée, qu'elle verrouille toujours à double tour, n'a qu'un seul verrou tiré. Quelqu'un est entré pendant la nuit. Quelqu'un qui avait les clés. Sur la table de la cuisine, une enveloppe l'attend. À l'intérieur, une liasse de Pantindi Dama, billets et un mot manuscrit. Pour les courses de cette semaine, les enfants ont besoin de vitamines. LS, Margot compte les billets, 500 €, plus qu'elle ne gagne en un mois. Elle regarde ses filles qui dorment encore, paisibles dans leur ignorance. La protection de Lucas a déjà commencé, mais elle se demande quel prix elle devra payer pour cette générosité. À l'école, en déposant les filles, elle remarque un homme en costume sombre qui lit un journal près de la grille. Il ne lève pas les yeux. Mais Margot sent qu'il observe tout. Les enfants qui entrent, les parents qui repartent. Elle en particulier. La surveillance invisible commence. 3 jours passent dans une routine inquiétante. Margot soigne Lucas chaque soir, leurs conversations deviennent plus longues, plus intimes. Il lui raconte la Corse de son enfance, les oliviers centenaires, l'odeur du maquis. Elle parle de ses filles, de leurs rêves d'enfant. Mais sous cette apparente douceur, la tension reste palpable. Chaque geste de Lucas semble calculé. Chaque question posée avec un but précis. « Vos filles aiment l'école ?» demande-t-il en observant Margot qui change son pansement. Chloé est douée en mathématiques. Amélie préfère le dessin. Zoé apprend à lire. Et vous? Vous avez étudié quoi? Margot hésite. Parler de son passé, c'est révéler ses faiblesses.
Mais Lucas sait probablement déjà tout. J'ai arrêté après le bac. Je voulais être infirmière. Pourquoi vous n'avez pas continué? J'ai rencontré Laurent. Lucas acquiesce, comprend sans qu'elle ait besoin d'expliquer. Amour de jeunesse, grossesse précoce, rêves abandonnés. L'histoire classique des femmes qui sacrifient leur avenir pour un homme qui n'en vaut pas la peine. Il vous a volé votre vie. Ce n'est pas une question. Margot serre les dents, concentrée sur le pansement. La vérité fait mal, surtout quand elle vient de la bouche d'un étranger. On ne refait pas le passé. Non. Mais on peut changer l'avenir. Lucas pose sa main sur celle de Margot. Sa peau est chaude, rugueuse, des mains qui ont construit un empire dans l'ombre. Elle devrait retirer la sienne, maintenir les distances. Mais elle ne bouge pas. Contact humain. Ça fait si longtemps. Margot. Sa voix est plus douce, presque tendre. Vous savez ce que je fais vraiment? Je préfère ne pas savoir. Je protège les gens, ma famille, mes employés, mes amis. Ceux qui comptent pour moi ne manquent jamais de rien. Et en échange, leur loyauté. Le sous-texte est clair. Il lui propose d'entrer dans son cercle de protection. Mais à quel prix? Margot retire sa main, recule d'un pas. L'attraction qu'elle ressent pour cet homme la terrifie. Pas seulement physique. Il représente la sécurité, la stabilité, la fin de ses angoisses financières. Tout ce dont elle rêve depuis la mort de Laurent. Je dois y aller. Les filles m'attendent. Bien sûr. Lucas n'insiste pas, mais son regard suit Margot jusqu'à la porte. Elle sent ses yeux sur elle profondément. Ses mains tremblent légèrement. Elle pense à la main de Lucas sur la sienne, à sa voix qui promettait protection et sécurité. Danger. Cet homme est un danger. Pas seulement à cause de ses activités illégales, à cause de l'effet qu'il produit sur elle. Le lendemain, à l'école, Margot remarque des changements subtils. Le gardien la salue avec plus de respect. La directrice l'aborde pour s'enquérir de sa situation familiale, propose une aide pour les fournitures scolaires. Même les autres parents la regardent différemment, comme si quelque chose avait changé dans son statut social. À la pharmacie, le même phénomène. Le pharmacien, qui la regardait avec suspicion, lui sourit maintenant, propose des conseils gratuits. Margot commence à comprendre. Le réseau de Lucas s'étend partout. Un mot de lui et les gens changent d'attitude. Protection invisible mais efficace. Le soir, dans l'entrepôt, Lucas l'accueille debout. Sa blessure cicatrise bien, il récupère ses forces. Bientôt, il n'aura plus besoin de ses soins. Cette pensée l'attriste plus qu'elle ne devrait. Vous semblez aller mieux, grâce à vous. Il s'approche, réduit la distance entre eux. Vous avez sauvé ma vie, Margot. N'importe qui aurait fait pareil. Non, la plupart des gens m'auraient laissé mourir, ou auraient appelé la police pour toucher la prime. Il y a une prime sur votre tête? Lucas sourit, amusé par sa naïveté. Plusieurs même. Mes ennemis sont généreux. Margot frissonne. Elle soigne un homme traqué, recherché, condamné. Chaque jour passé avec lui augmente les risques. Mais elle ne peut pas s'arrêter. Pas seulement à cause de leur accord, à cause de quelque chose de plus profond, de plus troublant. Pourquoi vous me racontez ça? Parce que vous méritez de savoir la vérité. Avant de faire un choix définitif. Quel choix? Lucas la regarde intensément. Ses yeux gris semblent lire directement dans son âme. Celui de rester dans ma vie, ou de partir pendant qu'il est encore temps. Silence pesant. Margot sent son cœur battre plus fort. L'offre est claire. Lucas lui propose autre chose qu'un simple arrangement financier. Il lui propose de faire partie de son monde, avec tous les dangers que ça implique. Et mes filles? Elles seraient les protégées. Toujours. École privée, université, avenir assuré. Elles ne manqueraient jamais de rien. Tentant. Terriblement tentant. Margot imagine Chloé dans une bonne école, Amélie avec tous les crayons qu'elle veut, Zoé qui grandit sans connaître la pauvreté. Tout ce qu'elle n'a jamais pu leur offrir. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Votre confiance, votre discrétion, votre présence. C'est tout? Lucas s'approche encore. Il est tout prêt maintenant, assez pour qu'elle sente son parfum mélangé à l'odeur du désinfectant. Pour commencer, Margot recule instinctivement. Trop près, trop dangereux. Mais son dos heurte le mur. Lucas pose ses mains de chaque côté,
De sa tête l'encage sans la toucher. Prison de chair et de promesses. J'ai envie de vous embrasser, murmure-t-il. Ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que après je ne pourrai plus partir. Lucas sourit, reconnaît sa propre vérité dans cette phrase. Peut-être que c'est exactement ce que je veux. Il se penche vers elle. Margot ferme les yeux. Sans son, souffle sur ses lèvres. Une seconde d'éternité. Puis elle le repousse doucement, se glisse sous son bras. Pas maintenant. Pas comme ça. Lucas acquiesce, respecte sa décision. Mais quelque chose a changé entre eux. Une ligne invisible vient d'être franchie. Ils ne sont plus soignants et patients. Ils deviennent autre chose. Quelque chose de plus complexe, de plus risqué. Réfléchissez à ma proposition, dit-il simplement. Margot hoche la tête et part sans un mot. Dans sa voiture, elle reste immobile plusieurs minutes. Son corps tremble encore de désir et de peur mélangées. Elle pense au baiser qui n'a pas eu lieu, aux mains de Lucas qui l'emprisonnait sans la toucher, à ses yeux qui promettaient tant de choses. Rentrée chez elle, Margot trouve ses filles qui font leur devoir. Chloé aide Amélie avec ses multiplications. Zoé colorie un papillon aux ailes multicolores. Scène de bonheur familial qui contraste avec la tension qu'elle vient de vivre. Maman. Zoé court vers elle, lui montre son dessin. Regarde mon papillon. Margot prend sa fille dans ses bras, respire son odeur de shampoing et de crayon de couleur. Innocence pure, vie simple. Tout ce que Lucas pourrait détruire si elle fait le mauvais choix. Il est magnifique, ma puce. Je peux en faire. Un autre? Bien sûr. Zoé retourne à sa table, concentrée sur ses couleurs. Margot la regarde dessiner, songe à l'avenir qu'elle pourrait offrir à ses filles. École privée, cours particuliers, voyages, université. Tout ce que l'argent peut acheter. Mais à quel prix? Cette nuit-là, Margot rêve de mains puissantes et d'yeux gris. Dans son rêve, elle accepte le baiser de Lucas, se laisse emporter par la passion et le danger. Elle se réveille troublée, le corps encore électrisé par des sensations imaginaires. Le lendemain matin, une surprise l'attend. Un homme en costume livre un énorme bouquet de fleurs. Pour mademoiselle Chloé, Amélie et Zoé, dit-il en consultant son carnet. Les filles sont extasiées. Elles n'ont jamais reçu de fleurs. Margot lit la carte. Pour 3 princesses qui méritent tout le bonheur du monde. Un ami de maman. Chloé fronce les sourcils. Maman, tu as un amoureux? Margot rougit, évite le regard inquisiteur de sa fille aînée. C'est juste un ami. Mais elle comprend le message de Lucas. Il pense à ses filles, les inclut déjà dans sa vie. Stratégie subtile mais efficace. Comment résister à un homme qui gâte vos enfants? L'étau se resserre doucement autour d'elle, et le plus troublant, c'est qu'elle commence à aimer cette sensation d'être désirée, protégée, courtisée. Après des années de solitude et de lutte, quelqu'un s'intéresse enfin à elle. Quelqu'un de puissant, de dangereux, mais qui la traite comme une reine. Le soir venu, Margot se prépare avec plus de soin que d'habitude. Robe propre, cheveux brossés, parfum discret. Elle se maquille légèrement, se regarde dans le miroir. Quand a-t-elle cessé de se voir comme une femme pour ne plus être qu'une mère et une employée? Lucas lui rend sa féminité. Et c'est peut-être ça le vrai danger. Vous savez quoi? Cette histoire nous montre à quel point les choix difficiles peuvent transformer une vie. Margot se trouve à la croisée des chemins, tiraillée entre sécurité et danger, entre raison et désir. Si vous ressentez cette tension en suivant son parcours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour découvrir comment elle va naviguer dans cet univers complexe. Et dites-moi en commentaire, à la place de Margot, auriez-vous accepté l'aide de Lucas malgré les risques? Votre instinct vous aurait-il poussé vers la sécurité ou la prudence? Dans l'entrepôt, Lucas l'attend debout près de la fenêtre, crasseuse. Il a troqué sa chemise tachée de sang contre un pull noir qui souligne ses épaules larges. La blessure ne le fait presque plus souffrir. Encore quelques jours et il sera complètement rétabli. Cette pensée serre le cœur de Margot plus qu'elle ne veut l'admettre. Vous êtes belle ce soir. Compliment simple, direct. Margot rougit malgré elle. Depuis Laurent, aucun homme ne l'a regardée comme une femme désirable. Elle se sent redevenir vivante, sous le regard de Lucas. Merci pour les fleurs. Les filles étaient enchantées. Elles méritent d'être gâtées. Il s'approche, mais garde cette fois une distance respectueuse.
Vous avez réfléchi à ma proposition? Margot acquiesce. Elle n'a pensé qu'à ça. Depuis hier. Toute la journée au travail, elle a pesé le pour et le contre. Sécurité contre liberté. Confort contre conscience. Amour contre prudence. Qu'est-ce que ça implique concrètement? Vous arrêtez de faire le ménage. Je vous trouve un appartement plus grand, dans un quartier sûr. Les filles changent d'école, intègrent des établissements privés. Vous suivez des cours pour devenir infirmière, si c'est toujours votre rêve. Lucas énumère ses avantages avec le détachement d'un homme d'affaires, qui présente un contrat. Mais Margot perçoit autre chose dans sa voix. Une envie sincère de la voir heureuse. Et en Maynard, échange. Vous m'accompagnez parfois. Dîner, événements mondains. J'ai besoin d'une femme à mes côtés pour certaines occasions. Une façade. Au début, peut-être. Lucas la regarde intensément. Mais j'espère que ça deviendra plus que ça. Margot sent son pouls s'accélérer. Il lui propose de jouer un rôle, mais espère que le jeu devienne réalité. Manipulation subtile ou véritable sentiment? Avec Lucas, impossible de faire la différence. Il y a autre chose. Sa voix devient plus grave. Parfois, vous pourriez être témoin de choses désagréables. Des conversations, des décisions. Vous devrez apprendre à ne rien voir, ne rien entendre. Vous voulez dire fermer les yeux sur vos crimes? Je veux dire comprendre que le monde n'est pas blanc ou noir. Il y a beaucoup de gris entre les deux. Margot frissonne. Lucas lui demande de devenir complice de ses activités. Pas directement, mais par son silence. Elle pense à ses filles, à l'avenir qu'il leur offre. Est-ce qu'elle a le droit de refuser au nom d'une morale qui ne nourrit personne? J'ai besoin de temps. Bien sûr. Prenez tout le temps nécessaire. Mais Lucas s'approche encore, réduit l'espace entre eux. En attendant, il pose ses mains sur les joues de Margot, geste d'une tendresse inattendue. Ses pouces caressent la peau avec une douceur qui contraste avec sa réputation de dure. Margot ferme les yeux, savourant ce contact qu'elle attendait sans l'avouer. Laissez-moi vous montrer ce que ça pourrait être. Cette fois, elle ne recule, pas quand il se penche vers elle. Le baiser est d'abord hésitant, presque timide. Puis plus profond quand Margot répond sans la force contenue dans ses bras qui l'enlacent. Moment suspendu où elle oublie tout. Ses peurs, ses principes, sa raison. Quand ils se séparent, Margot tremble légèrement. Lucas pose son front contre, le sien respire son parfum. Vous sentez la vanille? C'est le parfum de ma mère. Elle me l'a offert avant de mourir. Elle vous ressemblait? Les gens le disaient. Même caractère têtu, mêmes yeux noisettes. Lucas sourit, caresse ses cheveux. Elle aurait été fière de voir la femme que vous êtes devenue. Margot sent les larmes monter. Personne ne lui a dit ça depuis longtemps. Laurent ne complimentait jamais, ne valorisait jamais. Avec Lucas, elle redécouvre sa valeur de femme. Il est. Faut que je rentre. Je sais. Mais aucun des deux ne bouge. Ils restent enlacés, savourant cette intimité nouvelle. Margot pose sa tête contre le torse de Lucas, écoute son cœur battre. Régulier, puissant. Comme l'homme qui la tient dans ses bras, Margot? Elle lève les yeux vers lui. Quoi que vous décidiez, vous ne le regretterez pas. Je vous le promets. Sur le chemin du retour, Margot conduit dans un état second. Ses lèvres gardent encore le goût du baiser de Lucas. Son corps se souvient de ses mains, de sa chaleur. Elle se sent vivante comme jamais depuis des années. Mais la culpabilité la rattrape vite. Elle vient d'embrasser un criminel, un homme recherché par la police. Comment a-t-elle pu perdre le contrôle à ce point? Chez elle, Chloé lève les yeux de son livre quand elle entre. Regard scrutateur de préadolescente qui remarque tout. Tu as l'air différente, maman. Différente comment? Je sais pas. Plus lumineuse. Margot sourit malgré elle. Sa fille aînée a toujours eu une intuition redoutable. Impossible de lui cacher ses émotions. J'ai passé une bonne soirée. Avec ton ami? Margot acquiesce et évite d'entrer dans les détails. Chloé hoche la tête, visiblement satisfaite. Elle veut voir sa mère heureuse, même si elle ne comprend pas encore toutes les implications. Cette nuit-là, Margot rêve encore de Lucas. Mais cette fois, les images sont plus précises, plus troublantes.
Elle se voit à son bras dans des restaurants, luxueux, vêtus de robes qu'elle n'a jamais pu s'offrir. Elle voit ses filles dans des écoles privées, épanouies, insouciantes. Elle se voit elle-même en blouse d'infirmière, diplôme en main, fière d'avoir réalisé son rêve. Puis, les images s'assombrissent. Conversations chuchotées, valises pleines d'argent, hommes au visage fermé qui parlent de territoire et de vengeance. Lucas qui donne des ordres d'une voix glaciale, très différent de l'homme tendre qui l'a embrassé. Elle se réveille en sursaut, le cœur battant. Rêve ou cauchemar? Les deux à la fois. Le lendemain, des événements étranges se produisent. À l'école, la directrice convoque Margot pour lui proposer une bourse d'excellence pour Chloé. Au supermarché, la caissière lui rend plus de monnaie que prévu, prétend s'être trompée. À la banque, le conseiller l'appelle pour lui annoncer une erreur de calcul en sa faveur sur ses frais de découvert. Margot comprend rapidement. La main invisible de Lucas qui facilite sa vie, qui lui montre concrètement ce que pourrait être son existence sous sa protection. Manipulation élégante mais efficace. Le soir, dans l'entrepôt, elle confronte Lucas. Vous orchestrez tout ça, n'est-ce pas? Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mais son sourire le trahit. Lucas ne nie même pas vraiment. Il veut qu'elle comprenne l'étendue de son pouvoir, qu'elle mesure ce qu'elle perdrait en refusant son offre. Ça s'arrête où? Votre influence? Partout où c'est nécessaire. Réponse évasive qui en dit long. Margot réalise qu'elle sous-estimait l'ampleur du réseau de Lucas. Il ne se contente pas de contrôler quelques quartiers. Son influence s'étend bien au-delà. Vous me faites peur. Tant mieux. La peur rend lucide. Lucas s'approche, pose ses mains sur les épaules de Margot. Mais vous n'avez rien à craindre de moi. Au contraire, il l'attire contre lui, l'embrasse avec plus de passion que la veille. Margot résiste quelques secondes, puis cède. Sous ses baisers, ses dernières résistances fondent. Elle oublie ses principes, ses peurs, sa raison. Seul compte cet homme qui la désire, qui lui offre un avenir doré. Quand ils se séparent, haletant, Margot sait qu'elle a franchi un point de non-retour. Elle ne peut plus prétendre que c'est juste de la compassion pour un blessé. Elle éprouve des sentiments pour Lucas, des sentiments dangereux qui compromettent son jugement. « Donnez-moi votre réponse demain », murmure-t-il contre ses lèvres. Margot acquiesce incapable de parler. Elle part en titubant légèrement, ivre de sensations nouvelles. Dans sa voiture, elle reste immobile plusieurs minutes, essayant de reprendre ses esprits. Sa décision est déjà prise. Elle le sait au fond d'elle, même si elle n'ose pas encore se l'avouer. Les avantages l'emportent sur les risques. L'amour naissant sur la prudence, l'espoir d'une vie meilleure sur la peur de l'inconnu. Margot démarre et rentre chez elle, consciente qu'elle vit ses dernières heures d'innocence. Demain, elle dira oui à Lucas, et sa vie basculera définitivement dans un monde où les règles sont différentes, où la morale se négocie, où l'amour se paie parfois très cher. Mais pour ses filles, pour leur avenir, elle est prête à payer ce prix, même si elle ignore encore exactement ce qu'il lui en coûtera. Le lendemain matin, Margot se réveille avec une certitude glacée dans le ventre. Sa décision est prise. Elle dira oui à Lucas, pour ses filles, pour leur avenir, pour cette vie meilleure qu'il lui tend comme un fruit défendu. Mais d'abord, elle doit préparer le terrain. Pendant que Chloé aide ses sœurs à s'habiller, Margot observe sa famille avec une intensité nouvelle. Ses derniers moments d'innocence avant que tout change. Zoé chantonne en enfilant ses chaussettes, Amélie cherche son cartable, Chloé gronde gentiment la petite dernière. Scène ordinaire qui ne le sera bientôt plus. Les filles. Sa voix interrompt l'agitation matinale. Il va y avoir des changements dans notre vie. Chloé lève la tête, immédiatement alerte. Quel changement? On va peut-être déménager? Dans un plus bel appartement. Pourquoi? Amélie fronce les sourcils. J'aime bien ici. Margot s'agenouille devant ses filles, les regarde dans les yeux. Parce que maman a rencontré quelqu'un de bien qui veut nous aider. Silence. Les trois fillettes échangent des regards. Chloé, la plus âgée, pose la question qui brûle leurs lèvres. C'est ton amoureux? Peut-être. Vous êtes d'accord pour le rencontrer? Zoé tape dans ses mains, ravie. Amélie hausse les épaules, avec l'indifférence feinte de ses 8 ans. Chloé hésite, puis acquiesce lentement. Elle veut voir sa mère heureuse, même si elle pressent que ce bonheur aura un prix.
À l'école, Margot remarque des détails troublants. L'homme en costume sombre est encore là, près de la grille. Mais aujourd'hui, il n'est plus seul. 2 autres hommes, discrets, surveillent aussi. Protection renforcée. Lucas prend soin de sa future famille avant même qu'elle ait été acceptée officiellement. Au travail, Margot nettoie les bureaux avec une mélancolie étrange. Ces couloirs qu'elle arpente depuis des mois, ces sols qu'elle récure chaque matin, cette routine qui l'épuise mais la sécurise. Bientôt, tout ça ne sera plus qu'un souvenir. Elle pense à ses collègues, aux femmes de ménage avec qui elle partage parfois un café. Elles ne comprendront pas sa transformation soudaine. Comment expliquer qu'on abandonne une vie de labeur pour un conte de fées dangereux? Le portable vibre. Message de Lucas. Rendez-vous à 20h, pas à l'entrepôt. Adresse en pièce jointe. Margot consulte l'adresse. Restaurant gastronomique dans le 16e arrondissement. Lucas veut officialiser leur relation, la sortir de l'ombre de l'entrepôt. Première étape vers sa nouvelle vie. Le soir, Margot se prépare avec un soin particulier. Robe noire simple mais élégante, achetée dans un moment de folie il y a des années et jamais portée. Maquillage léger, cheveux relevés. Dans le miroir, elle reconnaît à peine la femme de ménage épuisée qu'elle était ce matin. Lucas lui rend déjà sa féminité. Le restaurant baigne dans une lumière dorée et feutrée. Nappe blanche, argenterie brillante, serveur en costume. Margot se sent déplacée dans ce monde de luxe, mais Lucas l'accueille avec un sourire qui dissipe ses craintes. Il porte un costume sombre qui souligne sa prestance naturelle. Rien du blessé qu'elle soignait il y a quelques jours. Vous êtes magnifique. Margot rougit, s'assoit face à lui. Autour d'eux, les conversations se font discrètes. Elle reconnaît quelques visages, des hommes aux allures d'affaires qui saluent respectueusement Lucas. Son monde, celui dans lequel elle s'apprête à pénétrer. Alors, Lucas verse du champagne dans leur verre. Votre décision? Margot boit une gorgée, savoure les bulles qui piquent sa langue. Champagne hors de prix, probablement. Encore un avant-goût de sa future existence. J'accepte. Lucas sourit, mais quelque chose dans ses yeux change. Satisfaction mêlée de soulagement. Comme s'il n'était pas certain de sa réponse malgré ses certitudes affichées. Vous ne le regretterez pas. J'espère. Lucas tend la main par-dessus. La table saisit celle de Margot. Geste d'apparence tendre, mais ses doigts la serrent avec une fermeté qui ressemble à une prise de possession. À partir de maintenant, vous êtes sous ma protection. Vous et vos filles. Personne ne vous fera jamais de mal. Les mots sonnent comme un serment, mais aussi comme un avertissement. Protection contre quoi? Contre qui? Margot commence à comprendre qu'accepter l'aide de Lucas, c'est aussi hériter de ses ennemis. Le dîner se déroule dans une atmosphère feutrée. Ses parents morts trop jeunes. Son arrivée à Paris avec pour seul bagage sa détermination. Margot l'écoute, fascinée malgré elle par cet homme qui a construit un empire dans l'ombre. Il évite soigneusement les détails compromettants, mais elle devine les zones d'ombre, les raccourcis pris, les lignes franchies. « Et maintenant ?» demande-t-elle. « Qu'est-ce qui se passe ?»« Maintenant, vous apprenez à vivre différemment. » Lucas fait signe au serveur. « Demain, vous visitez 3 appartements que j'ai sélectionnés. Vous choisissez celui qui vous plaît. Et mon travail? Vous donnez votre démission. Votre nouveau. Travail, c'est d'être heureuse. » Phrase romantique qui cache une réalité plus complexe. Margot comprend qu'elle va devenir dépendante de Lucas, financièrement et émotionnellement. Cage dorée, mais cage quand même. Après le dîner, Lucas la raccompagne à sa voiture. Dans la rue sombre, il la plaque doucement contre la carrosserie, l'embrasse avec une passion contenue. Margot répond malgré elle, enivrée par son parfum et sa force. « Je vous aime », murmure-t-il contre ses lèvres, mot qui la transperce comme une lame. Luca Santini, l'homme le plus dangereux de Paris, vient de lui déclarer son amour. Elle devrait avoir peur. Au lieu de ça, elle se sent vivante comme jamais. « Moi aussi », entend-elle sa propre voix répondre. Mensonge ou vérité? Elle ne sait plus. Les sentiments et la raison se mélangent dans un cocktail explosif qui lui fait perdre tous ses repères. Sur le chemin du retour, Margot repense à cette soirée irréelle. Il y a quelques heures, elle était femme de ménage. Maintenant, elle est la compagne officieuse d'un parrain de la mafia, transformation si brutale qu'elle lui donne le vertige.
Chez elle, Chloé l'attend, assise sur le canapé, livre ouvert sur les genoux. Mais Margot voit bien qu'elle ne lisait pas. Elle guettait son retour. Alors, comment il est? Margot s'assoit, près de sa fille, cherche ses mots. Comment décrire Lucas? Dangereux mais protecteur, tendre mais impitoyable, généreux mais possessif, différent de papa. En mieux? Oui, en beaucoup mieux. Chloé sourit, rassurée. Elle embrasse sa mère et va se coucher, confiante dans l'avenir qui s'ouvre devant elle. Si seulement elle savait. Cette nuit-là, Margot ne trouve pas le sommeil. Elle pense à la nouvelle vie qui l'attend, aux changements à venir. Appartement luxueux, école privée pour les filles, formation d'infirmière pour elle. Tout ce dont elle rêvait depuis des années. Mais à quel prix? Elle pense aussi à Laurent, à ses dettes, à ses menaces. Tout ça va disparaître d'un coup de baguette magique. Lucas a ce pouvoir. Effacer les problèmes comme on gomme une faute. Mais dans son monde, rien ne disparaît vraiment. Tout se transforme, se déplace, attend son heure. Le lendemain matin, Margot donne sa démission par téléphone. Son chef est surpris mais ne pose pas de questions. Dans ce métier, les gens partent comme ils arrivent, sans explication. L'après-midi, elle visite les appartements sélectionnés par Lucas. 3 bijoux dans des quartiers huppés, chacun assez grand pour qu'elle et ses filles vivent comme des princesses. Elle choisit le plus lumineux, celui avec une chambre rose pour Zoé qui adore cette couleur. Le soir, elle retrouve Lucas dans son nouvel appartement. Il a fait livrer des meubles, des fleurs, du champagne. Tout est parfait, comme sorti d'un magazine, de décoration. Ça vous plaît? Margot acquiesce, émue malgré elle. C'est magnifique. Vos filles vont être heureuses ici. Il a raison. Chloé, Amélie et Zoé vont découvrir un monde nouveau, plein de possibilités. Elles ne sauront jamais le prix payé pour ce bonheur. Et c'est mieux ainsi. Lucas la prend dans ses bras, la serre contre lui. Margot ferme les yeux, savoure cette étreinte qui scelle son destin. Elle vient de franchir le Rubicon. Plus de retour en arrière possible. Bienvenue dans ma vie, murmure Lucas. Sa vie. Désormais, Margot fait partie de son univers avec ses codes, ses règles, ses dangers. Elle ignore encore tout de ce qui l'attend, mais une chose est certaine. La femme de ménage aux mains abîmées vient de mourir. À sa place naît une autre Margot. Plus forte, plus libre, mais aussi plus compromise. Dans la baie vitrée qui donne sur Paris, leurs reflets se mélangent. Couple improbable uni par le hasard et scellé par la nécessité. Margot regarde la ville s'étendre à leurs pieds, ces millions de lumières qui brillent dans la nuit. Quelque part là-dessous, ces filles dorment encore dans leur ancien appartement, ignorant tout du bouleversement qui va transformer leur existence. Demain, elles découvriront leur nouveau foyer. Demain commencera vraiment leur nouvelle vie. Une vie où l'amour et le danger se côtoient, où le bonheur se paye comptant, où chaque caresse porte l'ombre d'une menace. Margot sourit dans la pénombre. Elle a fait son choix. Maintenant, il faut assumer les conséquences. Toutes les conséquences. Cette histoire nous rappelle que l'amour peut naître dans les circonstances les plus inattendues, mais qu'il faut parfois payer un prix pour la sécurité et le bonheur. Margot a choisi la protection de Lucas, mais son avenir reste incertain. Si cette histoire de rédemption et de nouvelles chances vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres récits qui explorent les zones grises de l'âme humaine. Et vous, pensez-vous que Margot a fait le bon choix? Auriez-vous eu le courage d'accepter l'aide de Lucas malgré les risques? Partagez votre avis en commentaire. J'ai hâte de connaître votre point de vue sur ce dilemme moral.